Laissez-moi commencer par le début, pour que vous compreniez précisément à quel point cette trahison était calculée. Je suis Finn, un homme de 18 ans. J'ai 2 sœurs aînées, Victoria, 26 ans, et Ashley, 24 ans. Elles sont toutes les deux ce que l'on pourrait appeler très exigeantes, avec un grand E. Imaginez des sacs de créateurs, des brunchs coûteux. Des aspirantes influenceuses sur Instagram qui travaillent à temps partiel dans des boutiques tout en vivant au crochet de quiconque est prêt à financer leur style de vie. Mes parents, Robert et Linda, sont ceux que j'appellerais des aspirants à la classe moyenne supérieure. Mon père est directeur régional des ventes pour une entreprise de fourniture médicale, et il gagne environ 120 000 €. Ma mère travaille à temps partiel dans une agence immobilière, pour peut-être 40 000 € de plus. Ils vivent dans cette banlieue pavillonnaire stéréotypée où tout le monde prétend avoir plus d'argent qu'en réalité. Vous connaissez le genre. Des voitures de luxe en leasing dans chaque allée, des maisons hypothéquées jusqu'au plafond, et des cartes de crédit au maximum pour maintenir les apparences. En grandissant, la dynamique familiale était assez simple. Mes sœurs étaient les princesses qui obtenaient tout, et j'étais le responsable qui devait se débrouiller seul. Non pas parce que j'étais un garçon ou pour une raison profonde de ce genre, mais simplement parce que je ne réclamais pas l'attention comme elle le faisait. Victoria était la reine du drame. Chaque événement de sa vie devenait une production qui exigeait la participation et le soutien financier de toute la famille. Pour sa remise de diplôme du lycée, mes parents ont organisé une fête qui a coûté plus cher que le mariage de la plupart des gens. Pour sa remise de diplôme universitaire, la même chose, mais en plus grand. Quand elle a obtenu sa licence d'agent immobilier après 3 tentatives, ils ont célébré comme si elle avait réussi l'examen du barreau. Ashley était pire à certains égards, car elle était sournoise dans sa manipulation. Elle pleurait aux moments opportuns, jouait la victime quand les choses n'allaient pas dans son sens, et avait ce talent pour vous faire sentir coupable si vous ne lui donniez pas ce qu'elle voulait. Là où Victoria exigeait les choses bruyamment, Ashley les obtenait par la guerre psychologique. Moi, j'ai appris très tôt que la meilleure stratégie était de rester discret. J'avais de bons résultats à l'école sans en faire tout un plat. J'ai eu des petits boulots dès l'âge de 15 ans, tondant des pelouses, puis débarrassant des tables dans un restaurant local, pour finalement décrocher un poste dans un magasin de pièces automobiles où j'ai réellement appris des compétences utiles. J'ai économisé chaque euro que je pouvais, car j'avais vu mes sœurs dilapider l'argent comme s'il poussait sur les arbres. À 17 ans, j'avais environ 12 000 € d'économies, accumulées en 3 ans de travail. Pas mal pour un lycéen. Je prévoyais de les utiliser pour mes frais universitaires, ou peut-être pour une école de métier si je choisissais cette voie. Mes notes étaient solides, pas de quoi être major de promotion, mais assez bonnes pour les universités d'État avec un potentiel de bourse. Le truc, c'est que j'avais toujours su pour mon fonds en fiducie. Mon grand-père, le père de mon père, l'avait créé à ma naissance. Il avait été ingénieur en mécanique, avait travaillé pour Boeing pendant 30 ans, et avait pris sa retraite avec une solide pension et de bons investissements. Quand il est décédé, j'avais 7 ans, et il a laissé des fonds en fiducie à ses 3 petits-enfants, des montants égaux gérés par mes parents jusqu'à nos 18 ans. Personne ne m'a jamais dit le montant exact, mais j'avais surpris des conversations au fil des ans qui suggéraient qu'il était suffisant pour un bon diplôme de 4 ans dans une université décente, avec peut-être un peu de reste. J'ai fait le calcul dans ma tête. S'il avait été créé à la fin des années 90 et avait fructifié pendant 18 ans, même un investissement initial modeste vaudrait quelque chose de significatif aujourd'hui. Mon plan était simple. Obtenir mon diplôme de fin d'études secondaires, travailler 1 an pour accumuler des économies supplémentaires, puis utiliser le fonds en fiducie pour un diplôme d'ingénieur en mécanique à l'université d'État. Suivre les traces de mon grand-père, peut-être apprendre un métier d'abord, comme la climatisation ou l'électricité, pour avoir des compétences pratiques et une source de revenus de secours pendant mes études. J'avais des feuilles de calcul, de vraies feuilles de calcul sur mon ordinateur portable, détaillant les coûts, les bourses potentielles, les options de travail-études. J'avais recherché les programmes ayant les meilleurs taux de placement, les écoles offrant des programmes de coopération avec des stages rémunérés. Ce n'était pas un rêve vague. C'était un plan détaillé, construit sur l'hypothèse que le fonds en fiducie couvrirait les frais de scolarité et de subsistance. La seule variable que je ne pouvais pas contrôler était le montant exact du fonds. Mais chaque fois que je posais la question, mes parents me donnaient des assurances vagues, me disant qu'il y avait largement assez pour l'université et que je n'avais pas à m'inquiéter. J'aurais dû insister davantage, j'aurais dû exiger des chiffres exacts, mais je leur faisais confiance. Stupide, n'est-ce pas?
Mon 18e anniversaire est tombé un samedi de juin, environ 2 semaines après ma remise de diplôme. Pas de grande fête de prévue, ce n'était pas vraiment mon style. Et honnêtement, après avoir assisté aux célébrations élaborées de mes sœurs au fil des ans, je préférais quelque chose de discret. Je pensais que nous dînerions à la maison, que nous sortirions peut-être pour le dessert, et qu'ensuite j'obtiendrais enfin les détails du fonds en fiducie pour pouvoir commencer à faire des plans concrets pour l'université. Au lieu de ça, j'ai eu la conversation qui a tout changé. Nous étions assis dans la salle à manger après le dîner. Maman avait préparé mes lasagnes préférées avec du pain à l'ail, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Elle ne cuisinait des repas élaborés que lorsqu'elle essayait de faire passer une mauvaise nouvelle, mais j'étais trop concentré sur la conversation à venir pour remarquer ce schéma. J'ai donc dit, en sortant mon ordinateur portable, j'ai fait des recherches sur les programmes universitaires. Je voulais examiner quelques options avec vous et établir le budget en fonction du montant du fonds en fiducie. Le silence qui a suivi a duré peut-être 3 secondes, mais a semblé durer 3 ans. Mon père s'est raclé la gorge. Ma mère est soudainement devenue très intéressée par son verre d'eau. C'est là que mon estomac s'est noué. À ce sujet, a dit lentement mon père, nous devons parler de tes attentes concernant le fonds de ton grand-père. Des attentes, pas des plans. Des attentes. D'accord, ai-je répondu prudemment. Qu'y a-t-il ? Ma mère est intervenue avec cette voix faussement enjouée qui me donnait la chair de poule. Eh bien, chérie, tu sais, tes sœurs se sont mariées ces dernières années. De magnifiques mariages. Celui de Victoria a eu lieu dans ce superbe vignoble et celui d'Ashley au country club. C'étaient des étapes familiales très importantes. Je l'ai dévisagé. Quel est le rapport avec mon fonds en fiducie ? Mon père a pris le relais. Ces mariages ont coûté cher, très cher. Et en tant que parents, nous voulions donner à tes sœurs le meilleur départ possible dans leur mariage. La famille, c'est se soutenir mutuellement lors des événements importants de la vie. Mes mains sont devenues froides. Combien a coûté le mariage de Victoria ? Environ 85 000 €, a dit ma mère comme si elle parlait des courses. Celui d'Ashley, environ 78 000 €. De plus, nous les avons aidés toutes les deux avec les apports pour leurs appartements. Cela représentait 40 000 € de plus, combinés. J'ai fait le calcul instantanément. 203 000 € pour des mariages et des appartements pour mes sœurs. Et vous avez payé ça comment, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Nous avons dû prendre des décisions financières difficiles, a dit mon père de sa voix de commercial. Les fonds en fiducie étaient des ressources disponibles, et nous avons déterminé que la meilleure utilisation de ces ressources était de soutenir tes sœurs lors de transitions de vie critiques. Vous avez dépensé mon fonds en fiducie pour leur mariage ? Pas seulement le tien, a ajouté rapidement ma mère, comme si cela améliorait les choses. Nous avons utilisé des portions des 3 fonds. C'était juste. Tout le monde a contribué à ces événements familiaux importants. Juste. Ils avaient volé à nous 3, mais d'une manière ou d'une autre, cela rendait la chose juste. Combien reste-t-il ? Ma voix semblait étrange à mes propres oreilles, plate, distante. Mon père a sorti un dossier. Il avait en fait préparé des documents pour cette conversation. Il m'a tendu un relevé montrant le solde actuel du fonds, 8 472 €. Sur ce qui aurait dû être environ 180 000 €, d'après ce que j'avais entendu au fil des ans, il est resté moins de 9 000 €. Ils avaient flambé 95% de mon héritage pour financer les mariages instagrammables de mes sœurs et leurs premiers appartements. Je sais que ce n'est pas ce que tu attendais, a dit doucement ma mère. Mais la famille, c'est faire des sacrifices les uns pour les autres. Tes sœurs avaient besoin d'aide à des moments importants de leur vie. Quand tu te marieras un jour, je suis sûr qu'elles te rendront l'appareil. Quand je me marierai, comme si c'était la même chose que d'avoir besoin d'argent pour des études qui détermineraient toute ma carrière. Le savait-elle, ai-je demandé. Victoria et Ashley, le savaient-elles que vous dépensiez mon fonds en fiducie pour leur mariage ? La pause m'a tout dit. Elle savait que c'était de l'argent de la famille, a dit prudemment mon père. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Savait-elle spécifiquement que vous le preniez de mon fonds, celui que grand-père avait créé pour mes études ? Le visage de ma mère a pris cette expression où elle essayait d'avoir l'air compatissante, mais semblait juste coupable. Elles étaient peut-être conscientes que nous réallouions certaines ressources. Elles savaient. Mes sœurs savaient qu'elles dépensaient mon avenir pour les fleurs de leur mariage, les photographes,
et tout ce qui entre dans un mariage à 85 000 €, et elle s'en fichait. J'ai fermé mon ordinateur portable très soigneusement, je me suis levé, je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte, et j'ai commencé à planifier. Pas une vengeance. C'est trop émotionnel. Une planification, comme pour un problème d'ingénierie. Identifier le problème, recueillir des données, déterminer des solutions, et exécuter avec précision. La première étape, c'était l'information. Je devais savoir exactement ce qui avait été fait, quand, et si c'était légal. Le fonds avait été créé par mon grand-père avec des conditions spécifiques. Ces conditions devaient être documentées quelque part. J'ai passé cette nuit-là sur mon ordinateur à faire des recherches sur le droit des fiducies. Il s'avère que lorsque quelqu'un crée un fonds en fiducie pour un mineur avec des objectifs spécifiques comme l'éducation, les fiduciaires, soit mes parents, ont des obligations légales. C'est ce qu'on appelle le devoir fiduciaire. Ils ne peuvent pas simplement dépenser les actifs de la fiducie comme bon leur semble, même s'ils en sont les gestionnaires. Plus important encore, si la fiducie spécifiait quelle était pour mes études et qu'ils l'ont utilisée pour les mariages de mes sœurs, cela s'appelle un manquement au devoir fiduciaire. Ce n'est pas seulement mal, c'est poursuivable en justice. Il me fallait des documents. Les documents originaux de la fiducie, les relevés bancaires montrant quand l'argent a été retiré et où il est allé. Tout ce qui prouvait qu'ils avaient violé les termes de la fiducie. Le dimanche matin, pendant que mes parents étaient à l'église, parce qu'apparemment les gens qui volent le fonds d'études de leurs propres enfants se croient encore de bons chrétiens, je suis allé dans le bureau de mon père. Il gardait tout organisé dans des classeurs, avec des dossiers de couleurs, un système alphabétique, la totale. Mon père était méticuleux avec la paperasse, ce qui allait devenir sa plus grande erreur. J'ai trouvé les documents de la fiducie dans un dossier intitulé « Succession Robert Senior ». C'était grand-père. La fiducie avait été établie en 1998, avec un dépôt initial de 50 000 € par petit enfant. Des comptes d'investissement à risque modéré, gérés par un conseiller financier jusqu'à ce que chaque petit enfant atteigne 18 ans. Les termes étaient d'une clarté cristalline, les fonds devaient être utilisés, exclusivement pour les dépenses d'éducation post-secondaire, y compris, mais sans s'y limiter, les frais de scolarité, les frais. Les livres et les frais de subsistance raisonnables pendant l'inscription dans un établissement d'enseignement accrédité. Exclusivement pour l'éducation. Pas les mariages, pas les apports pour un appartement, l'éducation. J'ai pris des photos de chaque page avec mon téléphone. Puis j'ai trouvé les relevés bancaires du compte de la fiducie. Mes parents en étaient les fiduciaires, avec un accès complet. À partir d'il y a 3 ans, il y avait des retraits massifs coïncidant exactement avec la planification du mariage de Victoria. Puis, il y a 2 ans, d'autres retraits énormes pour le mariage d'Ashley. J'ai tout documenté, les dates, les montants, les schémas, et j'ai construit une chronologie montrant exactement quand chaque retrait a eu lieu, en la croisant avec les dates de mariage de mes sœurs et leurs publications sur les réseaux sociaux concernant l'achat de leurs appartements. Ensuite, j'ai regardé les comptes de fiducie de mes sœurs. Même schéma. Ils avaient vidé les fonds de Victoria et Ashley aussi, puis leur avaient redonné l'argent sous forme de cadeaux de mariage et d'aide à l'apport. Un blanchiment d'argent classique à travers les comptes familiaux pour cacher ce qu'ils faisaient. Mais voici le truc. Mes sœurs étaient adultes lorsque leurs fonds ont été touchés. Elles auraient pu s'y opposer, porter plainte, arrêter les transferts. Elles ne l'ont pas fait. Elles ont coopéré. Cela les rendait complices. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Des termes clairs indiquant que l'argent était pour l'éducation. Des preuves claires qu'il a été dépensé pour des mariages. Une documentation claire sur le quand et le combien. Mes parents m'avaient livré un dossier complet, car ils étaient si convaincus que je ne les défierais jamais. Le lundi matin, j'ai appelé 5 cabinets d'avocats spécialisés dans les litiges en matière de fiducie. J'ai obtenu des consultations pour la semaine. J'ai utilisé une partie de mes économies pour payer les premières réunions. Le premier avocat que j'ai rencontré s'appelait Patterson. La cinquantaine, costume impeccable, bureau en centre-ville avec des diplômes de droit d'école que je ne pouvais pas me permettre. J'ai tout exposé, les documents de la fiducie, les retraits, la chronologie. Il a examiné les preuves pendant peut-être 10 minutes, puis s'est penché en arrière dans son fauteuil et a prononcé 3 mots magnifiques, c'est un cas défendable. Défendable ? Comment ça, ai-je demandé. Vos parents ont manqué à leur devoir fiduciaire en tant que gestionnaire.
La fiducie stipule explicitement que les fonds sont destinés à l'éducation. Ils les ont utilisés pour des mariages. C'est un cas d'école de manquement. Vous pouvez les poursuivre pour le montant total qui aurait dû se trouver dans votre fiducie. Plus des dommages-intérêts. De combien parle-t-on? Il a sorti une calculatrice. Dépôt initial de 50 000 € en 1998, investi de manière conservatrice sur 18 ans avec un rendement annuel modeste de 6%. Cela fait environ 142 000 €. Ils vous ont laissé 8 400 €. Donc, environ 134 000 € de préjudice. Plus des dommages-intérêts punitifs potentiels si nous pouvons prouver une violation délibérée des termes de la fiducie. Je suis resté assis, absorbant ce chiffre. 134 000 €. C'est ce qu'ils avaient volé. Et mes sœurs, ai-je demandé. Elles en ont directement profité. Peuvent-elles être tenues pour responsables? Patterson a réfléchi. Potentiellement. Si nous pouvons prouver qu'elles connaissaient la source des fonds et savaient que cela violait les termes de la fiducie, elles pourraient être nommées comme défenderesses ou être contraintes de restituer les bénéfices. Mais cela complique les choses. Je veux qu'elles soient incluses, ai-je dit. Elles savaient. Elles devaient savoir. Cela va rendre les choses très laides, a-t-il prévenu. Les procès de famille le sont toujours, mais s'attaquer aussi aux frères et sœurs, c'est la politique de la terre brûlée. Bien, ai-je répondu. C'est exactement ce que je veux. Nous avons passé une autre heure à élaborer une stratégie. Patterson a expliqué le processus, déposé la plainte, l'a signifié à mes parents et potentiellement à mes sœurs, la phase de communication des preuves où nous les obligerions à produire tous leurs dossiers financiers, les dépositions où ils devraient répondre à des questions sous serment. Et finalement un procès s'ils ne parvenaient pas à un accord. La plupart de ces affaires se règlent à l'amiable, a-t-il dit. Une fois que l'autre partie voit les preuves et réalise qu'elle va perdre, elle veut généralement éviter le tribunal, surtout dans les affaires de famille où la réputation est en jeu. Et s'ils ne règlent pas, alors nous allons au procès. Et je suis convaincu que nous gagnerons. Les preuves sont accablantes. La question est de savoir si vos parents veulent risquer un procès public ou tout cela deviendra un dossier judiciaire. Je l'ai engagé sur le champ, en payant une provision de 5 000 € sur mes économies. Chaque centime en valait la peine. Patterson a agi rapidement. En 2 semaines, il a rédigé la plainte et l'a fait signifier à mes parents et à mes sœurs. La poursuite nommait mes parents comme principaux défendeurs pour manquement aux devoirs fiduciaires, et mes sœurs comme défenderesses secondaires pour enrichissement sans cause. Mes sœurs étaient incluses parce qu'elles avaient directement bénéficié de l'argent du fonds. Même si elles n'étaient pas fiduciaires, elles avaient reçu des fonds qu'elles savaient ne pas leur appartenir légalement. Cela les rendait responsables de la restitution de ces bénéfices. Le moment où ils ont reçu l'assignation a apparemment été spectaculaire, selon Patterson, qu'il a appris par l'huissier. Mon père a ouvert la porte, a vu les papiers, et a littéralement crié « Vous vous moquez de moi », assez fort pour que les voisins regardent par leurs fenêtres. Je n'étais pas à la maison quand ils ont été assignés. J'avais stratégiquement choisi d'être au travail. Je me suis dit que c'était plus sûr que d'être présent quand ils réaliseraient que leur plus jeune enfant les poursuivait, ainsi que ses sœurs, pour 134 000 € plus les dommages. Mon téléphone a commencé à exploser vers 15 heures. Appel manqué de maman, papa, Victoria, Ashley. Des textos allant de la colère à l'incompréhension, en passant par une hostilité pure et simple. Papa, il faut qu'on parle de ça immédiatement. Ce que tu fais détruit cette famille. Maman, s'il te plaît, appelle-nous. On peut arranger ça. Tu n'as pas besoin d'avocat. Nous sommes tes parents. Victoria, tu es sérieux, là? Tu me poursuis parce que papa et maman m'ont aidé pour mon mariage? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ashley, je n'arrive pas à croire que tu sois aussi égoïste. Ça va tout gâcher. J'espère que tu es content. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Patterson avait été clair, ne pas communiquer directement. Toute communication passe désormais par les avocats. Tout ce que je dirais pourrait être utilisé dans le procès. Au lieu de ça, j'ai transféré tous les messages à Patterson. Il a semblé satisfait. Bien. Il panique. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils ont merdé. Les semaines suivantes ont été une leçon magistrale sur la manière dont les gens réalisent qu'ils ont commis une erreur catastrophique. Mes parents ont engagé un avocat, un type que mon père connaissait par ses contacts professionnels.
Pas un spécialiste des litiges de fiducie, juste un avocat généraliste qui était complètement dépassé. Leur réponse initiale à la poursuite était essentiellement fine et déraisonnable et vindicatif. C'est une affaire de famille qui devrait être résolue en privé. Les fonds ont été utilisés de manière appropriée pour le soutien familial. Patterson a démoli cet argument dans sa contre-réponse, citant des précédents juridiques spécifiques et soulignant que le « soutien familial » n'était mentionné nulle part dans les termes de la fiducie. La seule utilisation autorisée était l'éducation. Les mariages n'étaient pas de l'éducation. Les apports pour un appartement n'étaient pas de l'éducation. Ce n'était pas ambigu. Puis est venue la communication des preuves, la phase où les deux parties doivent remettre les documents pertinents. Patterson a tout demandé. Tous les relevés bancaires des comptes de la fiducie, les dossiers financiers montrant où l'argent était allé, les communications entre mes parents et mes sœurs sur l'utilisation des fonds. Absolument tout. Mes parents ont essayé de contester ces demandes, prétendant qu'elles étaient trop larges, trop invasives, qu'elles violaient leur vie privée. Le juge n'a pas été impressionné. Il leur a ordonné de tout produire dans les 30 jours, sous peine de sanction. C'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment intéressantes. Il s'est avéré que mes sœurs avaient sauvegardé des conversations par SMS sur l'argent du fonds. Victoria avait envoyé un texto à maman 2 mois avant son mariage, j'ai parlé avec le lieu de réception. Ils ont besoin du paiement final la semaine prochaine. Peux-tu utiliser le fonds de Finn pour ça? Il n'a que 15 ans, il n'en saura rien. Ashley avait des messages similaires, l'apport pour l'appartement est de 20 000 €. On peut utiliser une partie du fonds de Finn? Je le rembourserai un jour. Promis. Un jour. Bien sûr. Ces messages étaient horodatés, datés, et montraient une connaissance claire qu'elle dépensait mon argent. Pas seulement l'argent de la famille, mon argent spécifiquement. Et elle s'en fichait parce que j'étais plus jeune, que je ne saurais rien, et que je ne riposterais probablement pas. Patterson était ravi quand ces messages sont sortis. C'est parfait. Ça prouve la connaissance, l'intention, et ça prouve qu'elle savait spécifiquement qu'elle vidait votre fonds. Vos sœurs viennent de nous livrer leur dossier sur un plateau. Les dépositions étaient prévues pour octobre. Mes parents ont dû s'asseoir dans une salle de conférence avec Patterson et un sténographe judiciaire, et répondre à des questions sous serment. Mentir aurait été un parjure, donc ils devaient dire la vérité ou risquer des poursuites pénales. J'ai pu lire les transcriptions par la suite. Mon père a passé 3 heures à essayer de justifier ses décisions, affirmant qu'il avait prévu de reconstituer le fonds avant mes 18 ans, mais que des dépenses imprévues étaient survenues. Lorsque Patterson a demandé quelles dépenses, mon père n'a pas pu fournir de détails, juste de vagues références aux conditions du marché et à des problèmes de trésorerie. La déposition de ma mère était pire. Elle a pleuré pendant la majeure partie. Elle n'arrêtait pas de dire que je détruisais la famille pour de l'argent, et qu'elle pensait que je comprendrais quand je serais plus grand. Patterson l'a pressée de dire si elle comprenait que les termes de la fiducie spécifiaient uniquement l'éducation. Elle a admis que oui. Puis il a demandé pourquoi elle avait violé ces termes. Elle a répondu qu'elle ne pensait pas que cela dérangerait Finn d'aider ses sœurs. Elle ne pensait pas que ça me dérangerait. Elle a dépensé 134 000 € de mon fonds d'études et ne pensait pas que ça me dérangerait. Les dépositions de mes sœurs étaient de leur embarras. Victoria a essayé de jouer la victime, affirmant qu'elle ne savait pas vraiment d'où venait l'argent et pensait que c'était juste la générosité de mes parents. Puis Patterson lui a montré les textos où elle leur demandait spécifiquement d'utiliser mon fonds. Elle est devenue blême et a cessé de parler, sauf pour dire « je ne me souviens pas » à chaque question par la suite. Ashley a pris la direction opposée. Provocante et pleine de droit, elle a dit que l'argent était un patrimoine familial et que tout le monde devrait contribuer aux événements importants comme les mariages. Quand Patterson a souligné les termes légaux de la fiducie, elle a dit que ces termes étaient dépassés et que grand-père aurait voulu que la famille se soutienne. Patterson lui a demandé si elle avait la moindre preuve que grand-père voulait que son fonds d'études soit utilisé pour des mariages. Elle n'en avait pas. Il lui a demandé si elle avait déjà envisagé de rembourser l'argent qu'elle savait provenir de mon fonds. Elle a dit qu'elle avait l'intention de le faire, un jour. Ce mot, encore. En décembre, l'avocat de mes parents poussait fort pour des négociations de règlement. Il ne pouvait pas gagner au procès. Les preuves étaient accablantes. Les termes de la fiducie étaient clairs, et les textos de mes sœurs prouvaient un détournement en connaissance de cause. Aller au procès signifierait que tout cela deviendrait public,
avec peut-être une couverture médiatique, vu le montant substantiel, et certainement un jugement contre eux. Patterson a exposé leurs options lors d'une réunion. Ils proposent de rembourser la totalité du montant du fonds, soit 134 000 €, sur 5 ans avec un intérêt de 6%. Le paiement total serait d'environ 155 000 €. Ils hypothéqueraient la maison pour obtenir le premier versement, puis des mensualités. Et mes sœurs, ai-je demandé. Ils veulent qu'elles soient libérées de la poursuite. Vos parents assumeraient l'entière responsabilité. Non, ai-je dit immédiatement. Elles savaient ce qu'elles faisaient. Elles en ont directement profité. Elles restent dans la poursuite. Patterson a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. L'alternative, c'est que nous allons au procès. Nous gagnerons probablement, nous obtiendrons un jugement qui est légalement exécutoire, mais qui pourrait être difficile à recouvrer en fonction de leurs actifs. De plus, nous pouvons poursuivre vos sœurs pour leur part. Quel est le calendrier? Le procès aurait lieu au printemps, peut-être en mars ou avril. Si nous gagnons, et nous gagnerons, vous obtiendrez un jugement pour le montant total, plus les frais de justice, plus d'éventuels dommages-intérêts punitifs. Cela pourrait être 200 000 € ou plus au total. L'argent n'était plus vraiment le problème. Ça avait cessé d'être une question d'argent à peu près au moment où j'ai vu ces textos où mes sœurs riaient de dépenser mon fonds en fiducie. Il s'agissait de conséquences, de s'assurer qu'elles comprenaient qu'on ne peut pas simplement voler les gens et s'attendre à aucune répercussion. Nous allons au procès, ai-je dit. Vous êtes sûr? Un règlement vous garantirait de l'argent plus tôt. J'en suis sûr. Je veux les voir dans une salle d'audience, en train d'expliquer à un juge pourquoi il pensait que voler mon fonds d'études était acceptable. Patterson a souri. Très bien, alors. Allons à la guerre. Le procès a été fixé pour mars. Les deux parties ont déposé des requêtes préliminaires. Mes parents ont tenté un dernier coup désespéré, une motion en irrecevabilité, affirmant que le délai de prescription était écoulé puisque j'avais eu 18 ans en juin et n'avais déposé la plainte qu'en août. Le juge l'a rejeté. Le délai de prescription commençait au moment où j'ai découvert le manquement, pas à mes 18 ans. Comme je n'ai appris l'étendue du vol que le jour de mon anniversaire, le compteur a commencé à ce moment-là. Pendant ce temps, ma vie avançait. J'avais utilisé mes propres 12 000 € d'économie, plus les 8 400 € restants du fonds, pour commencer le Community College. Je me suis inscrit à un programme de 2 ans en technologie du génie mécanique. Je vivais techniquement à la maison, car je n'avais pas encore déménagé, mais j'évitais complètement ma famille. En janvier, j'ai emménagé dans la chambre d'amis d'un copain. Je payais 400 € de loyer par mois. Mes parents ont essayé d'utiliser ça contre moi dans le procès, affirmant que j'abandonnais ma famille et que j'étais vindicatif. Patterson a mis fin à cela brutalement. J'étais un adulte. Je pouvais vivre où je voulais, et déménager après qu'ils aient volé mon fonds semblait plutôt raisonnable. J'ai pris un poste à temps plein le soir au magasin de pièces automobiles, plus du travail le week-end dans un garage. Entre les 2 emplois et les cours à temps plein, je faisais des semaines de 60 heures. Épuisant, mais j'avais besoin de l'argent. Et honnêtement, rester occupé m'empêchait de trop penser au fait que je poursuivais toute ma famille proche. Ma famille élargie a commencé à prendre parti. Les parents de ma mère, mes grands-parents maternels, m'ont appelé en février pour me demander d'abandonner la poursuite. Ils ont dit que je déchirais la famille et que je faisais une erreur que je regretterais. Ils ont proposé de servir de médiateur, d'avoir une réunion de famille, de trouver un arrangement. Je leur ai demandé s'ils seraient prêts à contribuer aux 134 000 € que mes parents avaient volés. Ils ont dit que c'était différent, que c'était entre moi et mes parents. J'ai répondu qu'alors, nous n'avions rien à nous dire. Ils ont cessé d'appeler après ça. La sœur de mon père, ma tante Jeannette, m'a en fait soutenu. Elle n'avait jamais aimé la façon dont mes parents gâtaient mes sœurs, et elle avait été proche de grand-père. Quand elle a appris ce qui s'était passé, elle m'a appelé pour me dire qu'elle était désolée, que grand-père aurait été furieux, et que je faisais ce qu'il fallait. Ton grand-père a créé ces fiducies pour une raison, a-t-elle dit. Il voulait que vous, les enfants, ayez les opportunités éducatives qu'il n'a pas eues. Tes parents ont manqué de respect à ses volontés et t'ont volé. Ne laisse personne te faire sentir coupable de les tenir pour responsables. Cet appel a signifié plus qu'elle ne l'imaginait probablement. Le procès a commencé le 12 mars. 3 jours étaient prévus, mais Patterson pensait que nous en aurions fini en 2.
Un procès civil, donc pas de jury, juste la juge Harrison, une femme sévère d'une 60aine d'années, qui siégeait depuis 20 ans et avait la réputation de ne pas plaisanter. Le premier jour était consacré aux déclarations liminaires et au début de la présentation des preuves. Patterson a exposé l'affaire méthodiquement. Il a montré les documents de la fiducie avec des termes clairs, les relevés bancaires avec des retraits massifs, la chronologie corrélant les retraits au mariage de mes sœurs, et les textos prouvant la connaissance et l'intention. L'avocat de mes parents a tenté de faire valoir que les termes de la fiducie étaient ambigus, que l'éducation post-secondaire pouvait être interprétée au sens large pour inclure l'éducation à la vie et le soutien familial. La juge Harrison l'a carrément interrompu pour lui demander s'il soutenait sérieusement qu'un mariage constituait une éducation post-secondaire. Il a rapidement fait marche arrière. J'ai dû témoigner. Patterson m'avait longuement préparé, répondre directement aux questions, ne pas m'emporter, m'en tenir aux faits. J'ai pris la barre et j'ai raconté la découverte du vol du fonds. Mes projets d'études qui avaient été déraillés, comment j'avais dû complètement restructurer ma vie autour de la trahison de mes parents. L'avocat de mes parents a essayé de me faire passer pour quelqu'un de vindicatif lors du contre-interrogatoire. Il m'a demandé si je faisais ça pour l'argent ou pour punir ma famille. J'ai répondu que je le faisais parce qu'il m'avait volé et que je voulais ce qui m'appartenait légalement. Il m'a demandé si je comprenais que les familles prenaient parfois des décisions financières difficiles. J'ai répondu que voler n'était pas une décision difficile. C'était un crime. Le deuxième jour, c'était au tour de mes parents de témoigner. Mon père a tenté de se présenter comme un père qui avait fait des choix difficiles pour soutenir tous ses enfants. Patterson a détruit ce récit en montrant les propres dossiers financiers de mon père, des locations de voitures de luxe, une adhésion à un country club, des vacances coûteuses. Si l'argent était si rare qu'il avait dû piller mon fonds, pourquoi dépensait-il 2000 € par mois en dépenses discrétionnaires? Mon père n'a pas pu répondre. Il a juste balbutié sur le maintien des apparences professionnelles et le réseautage d'affaires. Le témoignage de ma mère était pénible à regarder. Elle a pleuré à la barre, a dit qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal, qu'elle pensait faire ce qui était le mieux pour la famille. Patterson lui a montré les textos où Victoria demandait spécifiquement d'utiliser mon fonds. Il a demandé à ma mère pourquoi elle pensait que c'était mieux pour la famille de voler un enfant pour donner à un autre. Je ne voyais pas ça comme un vol, a dit ma mère. Je voyais ça comme une redistribution des ressources familiales. Finn a-t-il consenti à cette redistribution? A demandé Patterson. Il était mineur, il n'avait pas besoin de consentir. Les documents de la fiducie exigeaient-ils son consentement? Silence. Les documents de la fiducie vous autorisaient-ils à redistribuer des fonds d'études pour des dépenses de mariage? Pas spécifiquement, mais... Oui ou non, madame? La fiducie autorisait-elle les dépenses de mariage? Non. Mes sœurs n'ont pas témoigné. Leur avocat leur a conseillé d'invoquer le 5e amendement contre l'auto-incrimination, ce qui signifiait que tout ce qu'elles diraient pourrait potentiellement être utilisé contre elles dans une affaire pénale si le procureur décidait de poursuivre pour fraude. Malin sur le plan juridique, mais ça faisait très mauvaise impression dans un tribunal civil. La juge Harrison a demandé directement à leur avocat, vos clientes invoquent leur droit du 5e amendement dans un procès civil concernant des fonds en fiducie? Oui, votre honneur. Elle s'inquiète d'une éventuelle exposition à des poursuites pénales. Notez, a-t-elle dit, et le regard sur son visage disait tout ce qu'elle pensait de cette décision. Les plaidoiries finales ont eu lieu le 3e jour. Patterson a martelé les preuves évidentes, des termes de fiducie explicites, des violations documentées, une connaissance et une intention prouvées, et un préjudice irréparable pour mes perspectives d'études. L'avocat de mes parents a tenté de faire appel à l'émotion, parlant de famille, de pardon, et de la façon dont l'argent ne devrait pas détruire les relations. La juge Harrison a annoncé qu'elle rendrait une décision écrite dans les 2 semaines. Ces 2 semaines ont été les plus longues de ma vie. Je continuais à aller en cours, à travailler, à essayer de ne pas vérifier mon téléphone de manière obsessionnelle. Patterson m'a appelé un jeudi après-midi. J'étais dans ma voiture, entre les cours et le travail. On a gagné, a-t-il dit. Jugement complet. 134 000 € de dommages réels, 45 000 € de dommages intérêts punitifs, 28 000 € de frais de justice. Jugement total de 207 000 €. J'ai dû m'arrêter sur le bord de la route. 207 000 €. La juge m'avait accordé tout ce que nous avions demandé, plus des dommages intérêts punitifs pour sanctionner mes parents pour violation délibérée des termes de la fiducie.
Tes sœurs sont solidairement responsables de 89 000 € du jugement, a continué Patterson. Le montant qui leur a directement profité via les dépenses de mariage et les apports. Tes parents sont responsables du reste, plus tous les dommages-intérêts punitifs et les frais. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Ça veut dire qu'ils doivent payer dans les 60 jours, où nous pouvons entamer des procédures d'exécution. Saisie sur salaire, privilège sur les biens, saisie d'actifs. Ils devront probablement vendre la maison. Tes sœurs devront liquider des actifs. Ça va faire mal. Bien. C'est exactement ce que je voulais. Le jugement a frappé ma famille comme une bombe nucléaire financière. Mes parents ont immédiatement déposé le bilan. Chapitre 13, ce qui signifie qu'ils ont dû créer un plan de remboursement. Le syndic de faillite prendrait le contrôle de leurs actifs, vendrait ce qui devait être vendu, et distribuerait le produit aux créanciers. J'étais le premier sur la liste en tant que créancier judiciaire. La maison a été mise en vente dans le mois qui a suivi. Ils ont dû vendre rapidement pour payer le jugement. Ils l'avaient acheté 320 000 € il y a 15 ans, et devaient encore 180 000 € sur l'hypothèque. Elle s'est vendue 385 000 € dans un marché porteur. Après les frais d'agence et le remboursement de l'hypothèque, il leur restait environ 185 000 €. De cette somme, j'ai reçu mes 207 000 €. Non, attends, ils n'avaient que 185 000 €. J'ai reçu mon dû, et ils se sont retrouvés avec un solde négatif. Ils ont dû contracter un prêt personnel pour le reste, plus les frais de déménagement. Ils ont emménagé dans un appartement en location, un 3 pièces d'environ 80 mètres carrés, dans un quartier nettement moins bien. La voiture de luxe de mon père a été saisie quand il n'a plus pu effectuer les paiements. Le SUV en leasing de ma mère est retourné chez le concessionnaire. Il conduisait une Honda Civic d'occasion, plus vieille que moi. Mes sœurs ont initialement contesté le jugement. Victoria a déposé une motion affirmant qu'elle ne pouvait pas se permettre de payer, que cela lui causerait un préjudice excessif. La juge n'a pas été compatissante, soulignant que Victoria avait un emploi, un appartement qui pouvait être vendu, des actifs qui pouvaient être liquidés. Le jugement a été maintenu. Ashley a tenté de prétendre qu'elle n'avait pas su que l'argent provenait spécifiquement de mon fonds et ne devrait donc pas être tenue pour responsable. Patterson a de nouveau produit les textos, on peut utiliser une partie du fonds de Finn, horodaté et clair. Cet argument est mort rapidement. Elles ont toutes les deux fini par vendre leurs appartements. Victoria a réalisé un petit profit, Ashley a atteint le seuil de rentabilité. Elles ont emménagé ensemble dans un appartement en location, une nouvelle que j'ai apprise par tante Janet. Apparemment, elles se disputaient constamment, se rejetant la faute de la situation. Le mariage de Victoria s'effondrait. Son mari, Jake, n'avait jamais été particulièrement riche lui-même. Il travaillait dans la vente, gagnait bien sa vie, mais rien de spectaculaire. Quand Victoria a admis qu'il devrait vendre l'appartement et qu'elle était redevable de 44 500 €, il a apparemment perdu son sang-froid. Il prévoyait de fonder une famille, d'acheter une plus grande maison. Maintenant, il faisait face à des années de remboursement de dettes. Jake a demandé le divorce 4 mois après le jugement, affirmant que Victoria avait déformé sa situation financière avant le mariage et qu'il se sentait trahi. Ironique, vraiment. Les fiançailles d'Ashley se sont effondrées encore plus vite. Son fiancé, Brett, prévoyait un mariage somptueux. Cela semblait être une habitude dans ma famille. Quand il a découvert qu'Ashley avait une dette de 44 500 € à cause d'un procès concernant ses précédentes dépenses de mariage, il a annulé les fiançailles sur le champ. Il a dit qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un avec ce genre de bagages financiers et juridiques. Mes parents ont essayé de me contacter une fois, après que tout a été finalisé. Mon père m'a envoyé un email. Ils avaient mon adresse grâce à de vieilles listes de diffusion familiale. Un long message sur la façon dont j'avais détruit la famille. Comment ils espéraient que j'étais content de moi. Comment j'avais choisi l'argent plutôt que les relations. J'ai répondu par une seule phrase, vous avez choisi l'argent plutôt que notre relation quand vous avez volé mon fonds en fiducie. J'ai juste choisi de le récupérer. J'ai bloqué leurs emails après ça. Tante Janet m'a invité à Thanksgiving cette année-là. Elle a dit qu'elle comprendrait si je ne voulais pas venir, mais que ses enfants adoreraient me voir. J'y suis allé. J'ai passé les vacances avec la famille de ma tante, ses 2 enfants plus jeunes que moi qui me traitaient comme le cousin cool et plus âgé. Des trucs de famille normaux, de la nourriture, du football,
personne ne volant le fonds en fiducie de qui que ce soit. J'ai appris plus tard que mes parents avaient passé Thanksgiving seuls dans leur appartement. Mes sœurs étaient allées dans leurs belles familles respectives, aucune ne voulant faire face à l'amertume de papa et maman. J'ai terminé mon diplôme de 2 ans, j'ai trouvé un emploi de technicien en génie dans une entreprise de fabrication, et j'ai commencé à suivre des cours du soir pour ma licence, en payant au fur et à mesure, sans dette. Le jugement de 207 000 € était en grande partie remboursé à ce moment-là, grâce à la vente de la maison et à la liquidation des actifs. J'ai utilisé une partie de l'argent pour prendre de vraies vacances, quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait en grandissant parce que nous économisions pour des choses importantes. Je suis allé dans le Colorado, j'ai passé une semaine à faire de la randonnée et du camping, j'ai rencontré des gens, j'ai vu des montagnes, j'ai eu le mal de l'altitude et j'ai vomi à 3300 mètres. De bons moments. Aux dernières nouvelles, mon père cumulait 2 emplois pour rembourser le prêt personnel et reconstruire son crédit. Ma mère s'est fait virer de l'agence immobilière. Apparemment, il est difficile de vendre des maisons de luxe quand tout le monde sait que vous êtes en faillite et en procès avec votre famille. Elle travaillait à temps partiel dans la vente au détail. Victoria s'est remariée avec un type rencontré en ligne. Elle a déménagé au Texas. Nous ne sommes pas en contact. Ashley a fini par retourner vivre temporairement chez mes parents, puis a trouvé une colocation. Nous ne sommes pas en contact non plus. Tante Janet me donne des nouvelles de temps en temps, quand je le demande. Ta mère a appelé en pleurant le mois dernier, m'a-t-elle dit vers Noël. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que son propre fils avait détruit leur vie pour de l'argent. Pour de l'argent, ai-je répété. C'est comme ça qu'elle le voit. C'est comme ça qu'elle doit le voir, a dit tante Janet. L'alternative, c'est d'admettre qu'elle a volé l'avenir de son enfant pour des photos Instagram et des toasts au champagne. C'est trop difficile à affronter. Elle avait raison. Mes parents ne pouvaient pas admettre ce qu'ils avaient vraiment fait, choisir l'apparence de succès de leur fille plutôt que l'avenir réel de leur fils. Voler leur plus jeune enfant pour financer les fantasmes de style de vie de leurs aînés. Violer les volontés explicites de leur père sur l'éducation parce que les mariages semblaient plus importants. Alors, ils se sont dit que j'avais détruit la famille pour de l'argent, que j'étais vindicatif, froid, et que j'avais choisi les euros plutôt que les relations. Tout ce qui les aidait à dormir la nuit. Pendant ce temps, je construis la vie qu'ils m'ont volée. J'ai un bon travail, je poursuis mes études, sans dette, avec de vraies économies en banque. J'apprends à faire de nouveau confiance aux gens, lentement. Je me suis fait des amis au travail. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un que j'ai rencontré dans un groupe de randonnée. Des trucs de la vie normale. Le fonds en fiducie était censé me donner une longueur d'avance. Au lieu de ça, mes parents l'ont transformé en un détour de 10 ans, mais je suis arrivé à destination quand même. Ça a juste pris un peu plus de temps et a nécessité un procès pour y parvenir. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir poursuivi ma famille, si l'argent valait la peine de perdre mes parents et mes sœurs. Ils posent la mauvaise question. Je n'ai pas perdu ma famille en les poursuivant en justice. J'ai perdu ma famille quand ils m'ont volé, en ont ri dans des textos, et s'attendaient à ce que je sourie et dise que tout allait bien. Le procès n'a fait que rendre les choses officielles. Mon grand-père a créé ces fonds parce qu'il comprenait quelque chose que mes parents n'ont jamais compris, l'éducation est le seul investissement qui ne peut pas vous être retiré une fois que vous l'avez. Les compétences, les connaissances, les diplômes, tout cela vous appartient de manière permanente. Mes parents ont essayé de me voler cet avenir. Ils ont échoué. Bien sûr, cela leur a coûté leur maison, leur réputation, et leur relation avec leur plus jeune enfant, mais ce n'était pas mon choix. C'était la conséquence de leur choix de voler. J'ai juste fait en sorte que ces conséquences se produisent réellement, au lieu d'être balayées sous le tapis comme tout le reste dans ma famille. Certains ponts sont faits pour être brûlés, surtout quand les personnes de l'autre côté les ont déjà aspergés d'essence et cherchaient des allumettes. Ils ont eu leur mariage de conte de fées. J'ai récupéré mon fonds d'études, et la satisfaction de voir leur conte de fées se transformer en cauchemar juridique. Un juste échange, si vous voulez mon avis.